Bonsoir, merci de nous retrouver sur la tribune du guide Mpépé. Je suis le Pépé qui est chargé ce soir de poser une réflexion, de discuter avec vous, d'échanger, de voir des pistes de solutions, mais aussi de célébrer la victoire finalement d'une Afrique qui se retrouve, d'une Afrique qui, malgré les vicissitudes, essaie de se mettre sur pattes avec des douleurs, des blessures, les larmes, comme depuis toujours, notre histoire multiséculaire, faite de déchirements, de guerres, voilà, de libération aussi. Et ce soir, nous fêtons la libération du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, son fidèle fils. Et je suis quand même heureux de savoir que ce débat peut être porté aujourd'hui, mais il y a une petite fierté qui m'anime à titre personnel, mais je pense aussi que tous mes followers. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un direct? C'est parce que nous avons souvent attendu que c'est France 24 ou TV5 ou Canal, Horizon, je sais pas, qui nous donnent la parole. Prenez la parole. Dites ce que vous pensez. Dans le respect, dans la bonne entente, dans l'intelligence démocratique, dans la liberté, pour qu'on puisse aussi écouter des voix qu'on n'écoute jamais, des ouvriers, des chercheurs, des gens de la rue, des passants, des Africains, des Ivoiriens. Gbagbo a été libéré, définitivement acquitté, après 9 ans de procédure, 10 ans grosso modo, et aujourd'hui qu'il est libre totalement, il faut qu'on tire les leçons, il faut qu'on analyse, il faut qu'on se parle. Je suis heureux de constater que toute la toile est en feu, mais ne laissons pas seulement le débat à Poutou. Hein. Il faut que les intelligences aussi s'approprient ce débat qui est vraiment central et qui montre aussi que nous sommes concernés par le devenir de chaque nation, la stabilité de la Côte d'Ivoire, qui est le maillon fort et le pilier de l'économie en Afrique de l'Ouest, est tellement importante. La stabilisation de ce pays, de cette économie, euh, va et a une incidence tellement puissante sur le reste de la communauté ouest africaine, sur le reste du continent. Donc ce n'est pas une petite affaire et le retour de Gbagbo implique beaucoup de choses, son rôle politique, sa réhabilitation, euh, son insertion effectivement dans le jeu politique, en escalité bien sûr, en tant qu'ex-chef d'État, mais quel rôle va-t-il jouer? Est-ce que la libération, c'est pour qu'il y ait une nouvelle guerre? Est-ce qu'il faut une nouvelle psychose? Est-ce que cette libération, comment va-t-elle être perçue par les Ivoiriens? Le retour de Laurent Gbagbo est finalement un retour salutaire, ouais, certes, mais est-ce que c'est un retour accalmant? Est-ce que c'est un retour acclamant aussi? Est-ce que c'est un retour paisible? Est-ce que c'est un retour qui va essayer de panser les blessures? Est-ce que c'est un retour véritablement qui va libérer les énergies pour la transition générationnelle en Côte d'Ivoire? Parce que le problème aussi, comme dans tous les pays africains, surtout francophones, c'est cette dynamique qui ne prend pas quand il faut que la roue tourne, quand il faut que les choses avancent, quand il faut que les choses changent. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Merci d'être là. Merci de prendre la parole. Et merci aussi de m'écouter parce que ça nous donne l'occasion de comprendre au fond pourquoi on est tombé là. Donc c'est un direct qui va être très simple. Ça ne sera pas aristotélicien, c'est pas la morale kantienne ici, mais nous allons essayer de parler du bien, de l'esthétique, de la finesse, du bien-être, du savoir-vivre, de la culture aussi de la liberté. En Afrique, les pays ne savent pas souvent mettre la liberté au cœur du développement. C'est ça qui amène les tensions, c'est ça qui amène les déchirements, c'est ça qui amène les guerres civiles. Et il faut déjà savoir qu'il faut saluer tous les avocats de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé qui n'ont pas baissé les bras depuis 10 ans. Et il faut saluer aussi cette justice internationale, cette CPI qui, depuis que Ben Souda n'est plus là, a essayé de réorienter aussi parce que il faut savoir que le président Gbagbo était le premier chef d'État au monde
à aller se faire juger là-bas. Donc c'est un échec en tant qu'Africain, c'est un échec en tant qu'intelligence, c'est un échec en tant qu'homme digne de voir un chef d'État qui va se faire juger dans une tribune hors de son pays. Mais justement, pour que ça n'arrive plus jamais, il faut qu'on tire les conséquences. Comment en est-on arrivé là? Le but aussi ce soir, c'est pas de chercher forcément à accrocher un croc, la tête au croc de boucher du coupable. Je ne cherche pas à savoir qui a eu tort et qui a raison. Le problème, c'est qu'avec la donne qu'on a aujourd'hui, avec les avancées qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 10 ans ont quand même passé, 10 ans se sont écoulés, le projet de Ouattara, le projet de société est là, le projet de société, c'est la construction de l'État, c'est la redynamisation de l'économie, c'est fonder les bases. Et vous savez que j'ai toujours été assez séduit par cette école Ouattara, même si ça a mené beaucoup d'intrications. Je ne suis pas insensible au charme politique de Laurent Gbagbo. Je suis quand même aussi honnête de reconnaître que c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'en Afrique post-moderne, post-indépendance, il y a eu cette émulation de la démocratie, ce multipartisme, cette liberté, c'est l'opposant historique. Alors, le père Bédier a eu 3 fils, et de ces 3 fils-là, il fallait donc, à sa disparition, essayer de voir comment on allait gérer cette histoire de rétribution politique, d'héritage politique. C'est une grâce pour les Ivoiriens de savoir que les 3 présidents sont encore là, ils sont vivants. C'est une grâce de savoir que les 3 présidents ont déjà atteint l'âge supérieur de la maturité. C'est une grâce de savoir que les 3 présidents peuvent s'asseoir pour montrer le chemin à cette génération qui doit prendre le relais. Voilà un peu comment on va structurer un peu cette pensée ce soir. Et mes numéros de téléphone sont là, c'est ouvert. N'hésitez pas, c'est affiché, hein, c'est le 06, vous mettez l'indicatif si vous êtes hors de la France, 00300 336, et puis donc 06 99 33 83 93, et puis 01 87, 90, 93, 83. C'est affiché. Si vous voulez participer, dites-nous ce que vous pensez de la libération du président Laurent Gbagbo. Au-delà de la fierté, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous et comment entrevoyez-vous l'avenir de ce pays qui est finalement une lumière? C'est un pays, euh, c'est un pays mystère. C'est un pays où les choses ne se passent jamais comme ailleurs. C'est un pays où il y a un charme. C'est un pays, euh, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de miel vraiment, c'est un pays de cornes, c'est un pays d'éléphants, c'est un pays d'ivoire, c'est un pays justement de dons de Dieu, c'est une nature merveilleuse. Quand vous êtes collé au Ghana, quand vous êtes collé à la Sierra Leone, au Libéria, au Mali et au Burkina, quand vous êtes collé à la Guinée, vous avez tous les charmes et les bénédictions de Dieu. C'est une plateforme, c'est une terre qui attire, c'est une terre centrale. Et justement, parlant d'ivoire, c'est les cornes d'ivoirité qui ont justement amené la crise politique la plus violente de son histoire, la première d'ailleurs, et c'est ça qu'il ne faut peut-être pas refaire. Alors, je vais essayer de schématiser. Le président Laurent Gbagbo va rentrer, il a eu son passeport, ses 2 passeports, ordinaire et diplomatique, escalité. Et puis, Blé Goudé aussi. Je serai froid, mais je serai lucide et dans la joie et dans la paix, mais je serai lucide pour essayer de sonder. Bonsoir à vous tous, bonsoir à la star, bonsoir à vous tous, à Miracle. Donc, je suis heureux de savoir que le téléphone est ouvert. On vous prend déjà. Allô, bonsoir. Bonsoir le pépé. Bonsoir, mon très cher. Comment tu vas? Ça va? Je vais très bien. Je me, Ah, c'est monsieur je- Kassim Karamoko à l'appareil. Oh, Ankaramoko, comment tu vas? Voilà. Ça va calmement, ouais, ça va, ça va. Hmm. Oh, ouais, et ça va, au calme. Ben, je viens de prendre en direct là. Donc, Tout- je dis que je vais appeler pour apporter ma petite
contribution si possible, là. Ben bien sûr, comment si possible, tu sais que c'est ta tribune. Mais vas-y donc, je ne te coupe pas parce que tu vas aller d'un trait et puis on va revenir parce qu'il y a effectivement des gens qui, je suppose. Effectivement. Moi, bon, je vais être assez mitigé hein, parce que je vais commencer par mon amertume. Pas par rapport à la libération de l'être, mais par rapport à la salie. Et il y a 3000 personnes qui sont décédées, enfin, qui ont été tuées, mais on ne sait pas qui les a tuées. On a accusé un camp, enfin les gens se sont accusés mutuellement, mais jusque-là, nous ne savons pas pourquoi les gens sont morts. 3000 morts, avec son corollaire de ruine et de désolation. Nous ne savons pas qui est le coupable. Tu vois ce que je veux dire? Hey, Ankaramoko, Ouais. est-ce que tu es d'abord content? Faut pas être... Bon, Oui, oh, oui, ça... c'est ce que je te dis. Non, non, mais content ou pas content, là n'est pas la question. Content ou pas content? Content. Voilà, Oui, voilà. oui, Mais- content ou pas content, content, parce que, je veux dire, oui, si tu veux, je veux dire, maintenant, je veux dire, les protagonistes, comme tu viens de le dire, Oufou a laissé trois fils, heureusement les trois fils sont là, j'espère qu'ils pourront s'asseoir en face de la nation ivoirienne, ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé, et que les Ivoiriens sont morts depuis 30 ans. Les Ivoiriens ne font que mourir pour eux, leurs ambitions. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu reviens sur les 3000 morts là, donc on ne va pas avancer malgré la douleur? Oui, non, Pépé, mais est-ce que sans vérité, sans justice, on peut facilement, passer à autre chose. Quand je vois mon bourreau, celui qui a violé ma soeur, ou bien celui qui a tué mon oncle, être promu, ou bien, c'est-à-dire se pavaner devant moi en me narguant, est-ce que ça va arranger les choses? Bon, et donc pour toi, bon, oui, qu'est-ce Ouais. que tu voulais? Tu voulais que la S sanctionne? Tu voulais que la CPI Non, non, sanctionne? non, 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 non. Mais moi, je n'ai jamais été d'abord même pour le transfert de Laurent Gbagbo à la haie. Pourquoi? Parce que je me dis quoi, les Africains s'endettent pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça, c'est une des raisons pour laquelle les Africains devraient s'endetter pour organiser un procès en Afrique, dirigé et, je veux dire, les débats et conduits par des Africains. Parce que, écoute, au départ, les pauvres Gbagbo disaient quoi? C'est le système Ouattara, enfin Ouattara, l'homme de blanc qui a envoyé Gbagbo. Aujourd'hui, je pense que dans quelques jours, on va entendre autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Je Hmm. veux simplement dire par là qu'il va falloir que les Africains apprennent à prendre leurs responsabilités. Quand on a un problème, on le pose et puis on y fait face. Pour la vie. Si on avait pris nos responsabilités tout de suite dans le procès Gbagbo, quand il était encore à Korogo, enfin, on pouvait appeler le Camerounais. Le Cameroun pouvait nous donner des spécialistes de droit. L'Éthiopie pouvait nous en donner. Je veux dire, le Nigeria pouvait nous en donner. Mais pourquoi se précipiter? On a dépensé des milliards et puis bon, voilà. Voilà, il y a un temps qui est content. Tant mieux, puisque le mec, on n'a pas pu prouver et ce qu'on lui reprochait. Mais et dans l'autre camp, tu comprends ce que je veux dire? Alors que si on avait pris le taureau par les cornes Oui, à la mais rwandaise ou à la concrètement, sud-africaine. oui, Ouais. Karamoko, avant de te Oui, laisser, est-ce oui. que le président Babou est libre ce soir? Est-ce Mhm. que ça va? Ça va, oui, ça va, ça va. Voilà, C'est une très bonne occasion voilà, pour enclencher encore la vraie réconciliation. Oui. voilà. Donc, je pense que arrêtons-nous d'abord là, hein, Oui, et puis oui. après on va voir après. Ok, il D'accord? n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Apprenons souci. aussi à être content des victoires et à Ouais. avancer. Parce que je vais te laisser revenir peut-être tout à l'heure, parce que le Oui, débat ne oui. fait que commencer. Ne Oui, oui. monopolisons pas la parole. Il y a Il beaucoup n'y de a pas de gens qui souci. vont intervenir. Il n'y a Mais pas de c'est souci. bien d'avoir dit qu'il y a quand même le solde tout compte qu'on n'a pas encore examiné. À tout à Tu as l'heure. tout, Hmm. tu as tout compris. Alors, donc, je laisse le téléphone qui est ouvert. Bonsoir à toi, Daïdo, mon jeune frère, et merci d'être connecté. Donc, Bagbo est libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis heureux qu'il y ait eu un dénouement, mais ne jouons pas au plus fort, ne narguons personne, célébrons. Et puis, moi, il y a des images qui m'ont marqué. Je suis allé voir sur la page de la première dame, de la maman, et Yves Simone,
je la vois dans une sorte de célébration quasi hystérique. C'est normal, c'est son mari. Elle a fait de la prison avec lui, elle-même qui est une femme de tête et tout. Mais n'oublions pas aussi que c'est aussi une femme souvent extrémiste. J'espère que le temps a amené les gens à polir leurs idées, à se... J'ai trouvé cette horde-là qui était toujours là en 2000, hein, qui était là en 2010, qui criait au palais, euh, euh, Alléluia, vive Jésus-Christ. Et je rappelle que le rôle de pasteur Corée en Côte d'Ivoire, qui doit être recherché partout, est un rôle décisif parce que dans la chute de Laurent Gbagbo, on voit seulement aussi, euh, on voit seulement aussi le côté, le camp Ouattara, la France. Non, il y a aussi ce pasteur, ce petit gourou-là, ce Corée-là, qui a tous les soirs au palais créé une église au palais pour dire au président Gbagbo, un homme de science comme ça, activé par Simone, pour dire, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir, tu vas mourir ici, personne. Alors qu'à un moment, même le président Gbagbo, qui, selon nos enquêtes, dans ses petits carnets, avait quand même l'intention, malgré la décision, entre guillemets, injuste, qu'il, comme il la trouvait, il voyait qu'il pouvait partir. Donc, les extrémistes de tous bords en Afrique, les hystériques de tous bords, c'est eux qui causent les problèmes, souvent à nos dirigeants, souvent aux hommes politiques, souvent les petits tribalistes cachés là. Il y a des gens là, des petites mains là, très nuisibles dans tous les pays africains. C'est eux qui attisent la haine, le tribalisme, et dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'ivoirité, qui n'est pas une création de Gbagbo, mais plutôt de Bédier, a été endossée par, par Bédier. Et quand vous avez, il faut savoir que Laurent Gbagbo a un fils qui est, qui est agrégé, qui est enseignant à l'université. Je ne sais pas s'il est député en ce moment. Et c'est Michel, hein, il est plus réservé, mais il n'est pas finalement l'héritier politique de son père. C'est Blé Goudé qui est devenu le fils de Gbagbo. Et Blé Goudé, on va en parler tout à l'heure, c'est un tribun, mais c'est aussi ça un manipulateur. C'est un harangueur de foule, c'est un tchatcheur. Personne ne peut mobiliser en Côte d'Ivoire comme ce jeune homme. Mais il a aussi contribué à faire mousser la chose politique. Alors, euh, alors je prends là. Maître Gbagbo n'est pas juste, Madame Gbagbo n'est pas juste sa femme, mais une combattante de vieille date. Je pense qu'on, j'étais en train de dire donc on va pas revenir sur le parcours de Simone. Il y a très peu de femmes en Afrique qui ont fait son combat. Mais je dis aussi que il y a ce côté attiseur de flammes. Il faut de la mesure en toute chose. Il faut tempérer les ardeurs. Sinon, on bascule dans le tribalisme, on bascule dans l'anarchie, on bascule dans la guerre civile. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire est tombée là-dessus. Alors, il y a des responsabilités dans les deux camps. Maintenant, c'est l'avenir qui compte et il faut que les Ivoiriens accordent leur violon et avancent. Mais vous voyez, il manque aussi en Afrique ce désir d'être excellent. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, je sais bien, on est en train de faire un direct, mais je peux vous dire qu'il y a des bonhommes qui sont en train de faire des directs à côté qui ont 4000 vues. Et ces gars, ces enfants-là, ils disent tout et n'importe quoi. Que les spécialistes prennent cette affaire très au sérieux, parce que des jeunes qui ont du pouvoir comme ça, en politique, ça c'est du populisme de très bas étage, et ils racontent tout et n'importe quoi, et ils sont très suivis. Alors, où sont donc les élites africaines, les intellectuels ivoiriens, qu'on ne voit pas souvent? Où sont les responsables ivoiriens qui sont tempérés pour amener un autre discours aux Africains? C'est pour ça que le panafricanisme est la chance de l'Afrique, dans le sens de Cheikh Anta Diop. Le pays n'appartient à personne, il appartient aux Africains, tant que c'est pour faire la construction. Alors, euh, pourquoi les pro-Gbagbo ne choisissent pas son défunt? Pourquoi le président Gbagbo ne choisit pas
défunt, son dauphin, dauphin, je pense qu'il y a erreur. Alors, donc, de toutes les manières, quand il y a un sujet comme ça, comme celui-ci, c'est très important. Mais maintenant, je vais vous raconter la petite trilogie ivoirienne qui est devenue une tragédie ivoirienne. Houphouët, c'est le père de la nation. Ça, vous le savez. Houphouët, député français, fils de cultivateur, il fait un peu de médecine, il bredouille un peu, il vit en France, mais il décide de rentrer, on crée l'État, on lui donne. Et dans cet État qu'on a créé, comme dans tous les États africains, il faut du socle. Il faut un socle granitique, il faut de l'État, il faut assurer l'administration, les services, l'intelligence, il faut former. Et le président Gbagbo, non, le président Houphouët, pardon, se retourne directement vers la France, qui est le pays de tutelle, et il va faire beaucoup de sacrifices. Il va faire beaucoup de sacrifices, il va user de beaucoup d'intelligence et de sagesse africaine pour attirer vers lui toutes les intelligences, toutes les énergies, de l'argent, l'investissement. Le plateau est construit, Abidjan est modernisé, la Côte d'Ivoire se lance dans les grands travaux. Ça, c'est au fouet, ça. Mais parce qu'il a bénéficié aussi de cet appui-là. Il n'était pas contre. Il s'est servi de tous les cerveaux africains. De Tunjan Pouemi, qui a dressé les plans comptables et économiques du pays. Tunjan Pouemi, le docteur, le professeur Tunjan, qui a écrit Monnaie et servitude d'ailleurs, le livre emblématique que chaque Africain devait garder comme une Bible avant d'aller dire Alléluia, de garder ça, parce que c'est une pépite. Et puis vous avez donc Houphouët qui n'hésitait pas à recruter, à construire, à prendre, à chercher. Il a fait ce qu'on appelle une fédération en réalité. Le panafricanisme qu'on disait africain, panafricain, a commencé à Abidjan à l'intérieur, avec toutes les énergies, tous les enseignants. Les 2 tiers des enseignants venaient de l'université Abidjan, venaient d'ailleurs. Alors donc, nous sommes dans cette logique-là. Et puis, vers les années 90, avec la démocratie, avec ces combats-là, on voit émerger Gbagbo qui est déjà là. Hein. Il goûte à la prison, il fait son parcours. Mais Gbagbo est aussi porteur de ce courant de la bolle de Mitterrand, le socialisme, la démocratie et tout. Et il s'engouffre et il entre dans les universités puisqu'il est enseignant. Et voilà comment le président Laurent Gbagbo arrive à tenir tête haute face à l'emblématique et au tout-puissant Houphouët. Et puis, Houphouët a ses enfants. Houphouët a évidemment le président Bédier, Bédier qui est sobre, qui a aussi fait de très bonnes études, qui est aux États-Unis, qui est retourné. Ouattara également. Ouattara arrive dans le service ivoirien pour restaurer la croissance, pour restaurer la machine qui était un peu grippée, parce qu'il fallait évidemment remettre les choses à plat. Et le véritable architecte de la science, de l'économie, donc voilà un peu ce qui a donné l'idée à Nana Houphouët de s'entourer de toutes ces énergies. Donc vous avez le président Alassane Ouattara qui vient. Moi, je ne travaille pas pour les bruits de couloir. C'est un savant de la science. C'est la science. C'est un savant. Alors, Ouattara arrive, il redresse l'économie, et vous avez Bédier qui gère, et l'Assemblée et tout, et Gbagbo qui apporte cette flamme de la liberté, ce puissant magma de l'intérieur. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas le jeu, s'il n'y a pas cette tectonique démocratique. Et on doit ça à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. Et c'est l'histoire, définitivement entré dans l'histoire. Qu'il s'arrête aujourd'hui ou pas, rien que pour ça, il faut saluer et encourager tous les gens, tous les grands leaders en Afrique qui, à un moment où tout le monde allait manger, ont dit non, ils peuvent résister. Malon Kana, I'm so happy today for Gbagbo. Yeah, I'm very satisfied too. Vraiment, nous avons besoin des hommes comme vous en Afrique. C'est soi-disant panafricain d'Afrique Média. Vous venez prendre des cours auprès, vous venez
vous venez prendre des cours. Ah, venez prendre des cours auprès de ce brillant monsieur. Ah, Drissa Silla, ok, j'ai compris. Merci. Alors, donc, vous avez donc cette équation-là. Houphouët-Boigny disparaît, comme tous les satrapes, hein, comme tous les vieux qui s'accrochent au pouvoir en Afrique. Je ne sais même pas s'il faut leur faire ce reproche, parce que depuis Houphouët, la situation n'a pas changé, et Adema a attendu tranquillement, Houphouët-Boigny a attendu tranquillement, Mobutu a attendu tranquillement, le père Biya, forcément, il attend aussi tranquillement. C'est une culture africaine. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il faille bousculer ça ou c'est un culte même africain de laisser nos papas là tranquilles. Faut pas les embêter. Et Oufou était quasi divin. Oufou, on ne discutait pas. Il fallait qu'il meure là. Et l'anecdote voudrait même que, même quand le père Oufouet tomba, que la cuillère dorée voilà, ne fut pas lâchée, tellement il la serrait fort. Hein? Hum. Donc, même pendant son évacuation, il tenait sa cuillère juste pour que le pouvoir ne lui échappe pas. Donc, c'est aussi, ça c'est un autre côté. Cette approche aussi, you just gave an excellent resume of Ivory-Coast contemporary political history. Merci le guide. Merci à vous tous. Partagez dans le direct. Je pense qu'on n'est pas encore assez chaud là. Il faut outiller parce que je suis un peu fatigué aussi. Pas fatigué de travailler, pas fatigué de donner, mais je sors de loin. Depuis le matin, je n'ai pas eu un seul repas parce que je veux partager avec vous ces histoires-là. Alors donc, mais le problème reste entier, c'est-à-dire, à force de protéger nos vieux, à force de ne pas avoir le courage politique qu'impose la modernité républicaine et l'esthétique démocratique, à force de jouer, de tourner autour du pot avec des trucs de circonstances, mêlant tribalisme, clanisme, opportunisme, afin de se neutraliser entre nous, la nouvelle garde, on favorise le statu quo. Et le statu quo n'est jamais bien. Et même le père Oufouet n'a pas été décisif, n'a pas été très lucide vers la fin de son règne, comme Omar Bongo, comme voilà, tous ces vieux-là ont le même problème. C'est que en s'accrochant au pouvoir, avec le poids de l'âge, il y a des fuites. Voilà. Dans tous les sens du terme. Et ces fuites-là débouchent sur des canalisations qui explosent. Donc la guerre civile n'est jamais loin. Alors, il faudra il faudra dans le futur, pardon, qu'on soit très dur envers ces règles de nos papas là qu'on entretient dans les palais alors qu'ils méritent d'être en retraite. Il faudrait être très sévère là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'on doit commencer, mais ne laissons plus jamais que nos papas s'endorment dans les palais. Sinon, il y a fuite. Et c'est dû à l'âge. Fuite de la mémoire, fuite du management, fuite physique, fuite de commodité. Voilà, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, donc, le nana au fouet que tout le monde adore n'a pas saisi cette opportunité pour être décisif. La crise ivoirienne vient de là. Parce que Gbagbo est jeune, bouillonnant, il a la jeunesse derrière lui. Bédier garde le sac de l'enfant du village et les institutions. Et puis Ouattara gère l'administration. Et techniquement, quand le vieux Oufoué meurt, qui, qui, qui doit le remplacer? C'est Bédier. C'est le père Bédier. Bon, je reviens et puis on prend. Il y a un coup de fil des États-Unis. Allô? Alors, Pépé Le Guide, comment vous allez? Ben, je vais très bien, mon très cher. Et toi? Oui, si ça va, ça va, ça va. Pour moi, je dirais que c'est pas facile d'avaler cette pilule de la CPI. Ah bon? Oui, mais vous savez, ne regardons pas seulement ce qui s'est passé après la crise, c'est-à-dire après les élections, ce qui s'était passé, les 3000 morts, ne regardons pas ça. Allons un peu dans le passé, ce que ce monsieur-là nous a montré quand il a pris le pouvoir. Les Ivoiriens ont commencé à mourir
mourir jusqu'à ce qu'on prenne les armes. C'est différent. Ce n'est pas la post-crise électorale qu'il faut regarder. Il a été jugé à partir de la post-crise électorale. Vous voyez? Donc, actuellement, il est libre. D'accord? On accepte ça. Mais il ne sera pas facile d'accepter la présence de Gbagbo pour Côte d'Ivoire, ni de Blé Goudé. C'est des gens qui ont brûlé vivre des êtres humains. Vivre, quand je dis vivre, la personne ne fait malade de rien, on met l'allumette, on brûle la personne. Imaginez le mal que la personne sent avant de périr. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Pour moi, en tout cas, cette pilule, je crois que je vais l'acheter parce que ça ne passe pas sous ma gorge. Ça ne va pas passer. Justement, Tu vois, ces gens. oui, mais juste, oui, je te comprends, mais la crise a commencé bien avant. Hein. Faut pas aussi. Non, oui, la crise, c'est pas seulement Gbagbo. Hein. La crise, c'est depuis Bédier. Hein. C'est la succession d'Oufouet qui a créé tout ce problème. Donc, Gbagbo n'était pas aux affaires quand même. Donc, je pense que c'est très injuste de vouloir prendre ce problème juste sur ce plan-là. Gbagbo, lui, il est venu pour nous tromper. Lui, il a dit, mettons-nous ensemble, c'est-à-dire Alassane et lui, donc à se mettre ensemble. C'est ce que Gbagbo a dit. Je vais me battre pour votre droit. C'est ce que Gbagbo a dit. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé complètement la baisse. Il n'était plus le Gbagbo qu'on a voté, il n'était plus le Gbagbo qu'on a lutté pour. Parce que n'oublions pas que nous aussi, nous avons marché. Gbagbo contre Gueye, nous avons marché aussi pour que Gbagbo vienne au moins défendre notre droit. Mais dès que lui il est arrivé au pouvoir, il a changé complètement. Il est allé adopter l'ivoirité. Il a pris ça comme son vertige. Non, c'est pas lui qui a créé l'ivoirité, on est d'accord. Mais quand Bédier l'a créé, nous avons tous combattu ça. Gbagbo lui-même, il a combattu l'ivoirité. Voilà pourquoi Alassane a rejoint. Pour dire, bon d'accord, mettons-nous ensemble, vu que tu veux faire notre combat aussi contre l'ivoirité, allons-y ensemble, contre Gueye. C'est comme ça que nous l'avons supporté. Nous avons supporté Gbagbo. Pour le RDR, le parti d'Alassane, a supporté Gbagbo contre Gueye. Parce que Gbagbo nous a promis cette fin de cette crise de l'ivoirité. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait pire. Dès le premier jour au pouvoir, il a commencé à tuer les gens. Non. Bon. Il n'a même pas une minute. Oui, on ne peut pas dire aussi que dès le premier jour, il a commencé à tuer. Bon, de toutes les manières, on va équilibrer la parole. J'aime bien. Je ne veux pas qu'on soit ce soir dans l'accusation. Je te comprends. Mais je veux qu'on avance un peu, n'est-ce pas? Sans oublier, hein, mais il faut savoir pardonner. C'est pour ça que même la justice, quand on dit acquitter, ça veut dire pardonner en réalité. Parce que la justice a un seul camp. Il n'y a pas de maître de la justice. Le droit n'est pas plus fort que la politique. D'accord? Donc, si Gbagbo est dehors, c'est parce qu'il y a eu, je pense que ces petits accords, ces petites choses-là pour que les cœurs se calment un peu. Donc, ce soir, je suis plus pour l'apaisement et qu'on aille vers quelque chose qui peut vous unir et unir le peuple ivoirien. Est-ce que tu m'entends? Je vois ce qui va se passer peut-être dans le futur. Qu'est-ce que toi tu vois? Je ne pense pas que Gbagbo pourra rentrer en Côte d'Ivoire. Non. Vu qu'il a ses passeports, il peut aller dans un autre pays. Parce que sa présence là-bas ne sera pas vraiment utile, hein, croyez-moi. Il peut aller ailleurs, il a ses passeports, il peut aller dans un autre pays. C'est pas forcément la Côte d'Ivoire. Non. Si c'est de lui. Ben, à tout à l'heure, sans vouloir te couper, je vais prendre d'autres coups de fil. Il y aura toujours. Ça ne va jamais s'arrêter, jamais. Non. Je pense que ça, c'est une belle réaction d'un frère de Côte d'Ivoire qui appelle. Mais vous sentez comment... Je salue tous les frères qui sont connectés. Partagez le direct. Mais vous savez, on dit souvent qu'Ivoirien aime palabre ou n'aime pas palabre. C'est aime palabre ou n'aime pas palabre. L'Africain aime palabre. À un moment,
il faut avancer. À un moment, il faut tourner la page. Il faut pardonner. Il ne faut pas oublier, c'est la mémoire, tatouée irrémédiablement, mais il faut prendre son courage et avancer. Tous les peuples du monde avancent. Je vous ai pris, je fais des directs tous les jours ici pour vous expliquer que Israël ouvre des ambassades au Maroc. Israël, et quand Israël a ouvert l'ambassade au Maroc, les Algériens ont failli insulter tout le peuple marocain. On a insulté le roi, on les traite et tout. Mais quand la crise du Covid est arrivée, Israël a envoyé, le même Israël a envoyé des tonnes de vaccins en Algérie parce que les gens mouraient. Et puis les Marocains ont dit alors, mais pourquoi vous avez accepté les vaccins d'Israël? Donc nous tous, on peut avancer dans la relation. Alors si Israël est en train d'ouvrir des ambassades à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec tout le contentieux historique, pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas s'embrasser parce que Gbagbo est libéré? Ça donne justement l'occasion de créer des conditions de paix. Vous savez, je ne fais pas partie des hommes politiques ou des intellectuels en Afrique qui sont payés sous la table pour vendre la guerre. Moi, vraiment, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. J'essaie d'être lucide. Je veux que cette occasion, cette libération de Gbagbo soit une occasion pour le peuple ivoirien de se regarder en face et d'accepter le destin. D'accepter le destin. Est-ce qu'ils seront dédommagés maintenant qu'ils sont reconnus innocents? Évidemment, c'est la justice. Nous sommes quand même en Europe, nous sommes à La Haye, et il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, aucune justice n'est indépendante. C'est un leurre. On peut le dire aux étudiants parce que ça fait du bien quand ils goûtent le droit, mais dans la vraie vie, il n'y a jamais une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et même le législatif. Tous les pouvoirs se tiennent. Et il y a toujours un pouvoir plus fort. Il n'y a jamais eu d'équilibre de pouvoir, nulle part dans le monde. Donc la CPI, c'est une production politique qui va appliquer le droit. Mais il y a un droit, il y a une justice, des puissants, il y a des accords. Donc Gbagbo a été déporté de là, a été porté là-bas parce qu'il faisait partie du camp de ceux qui ont perdu. Et comme il a perdu, il a payé. On pouvait aussi le garder là pendant 30 ans et que personne ne bougerait. Même avec 1000 avocats, même avec 100 000. Je suis allé sur un forum des avocats, je voyais, ils essayaient de lire les articles de droit, ils essayaient de faire de la gloriole, mais je vous dis que ça, c'est des procès politiques. Le droit n'a rien à faire là. Donc, célébrons déjà le retour de Laurent Gbagbo et pardonnons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le président Gbagbo est libre? Quel est l'avenir de la Côte d'Ivoire? Comment faire? Comment faire pour... Ok. Comment faire pour que... Voilà, partagez bien ce direct, hein, parce que nous sommes en train d'y aller là. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ne vous gênez pas, je suis... Alors, avec Facebook, on a un problème. Ils bloquent les pages. Donc, j'ai une page qui est bloquée. Ils m'ont fait créer une page, mais ils bloquent. Je sais pas, il faut payer. Je sais pas ce qu'ils veulent, ces Facebook-là. Donc, je reste sur ma page du guide Martial Bissoc. Ils bloquent toutes les pages. C'est impossible de... C'est pour ça qu'on vous dit de partager, parce que nous, on n'a pas assez de courage et de moyens. Je peux pas faire l'émission et voilà. Donc, le président Babou est libre. Le téléphone est ouvert. On veut vous écouter. Alors, on a eu 2 coups de fil là tout à l'heure. On sent du ressenti. Comment faire pour oublier? Comment faire pour avancer? Comment faire pour bâtir une nouvelle nation? Donc, j'étais en train j'étais disant, pardon, que cet héritage politique flou, c'est ça qui crée les guerres civiles en Afrique. La transition politique. Et personne ne prend assez de sagesse. Personne n'est courageux pour dire à un moment stop.
les transitions politiques au Cameroun. Déjà au Cameroun, en 84, il y a eu coup d'État parce que la transition politique avait créé un problème, un doute, un rétropédalage du président qui était là, Ahidjo, refusant de partir ou revenant juste sur ses décisions 18 mois plus tard, alors qu'il a transmis le pouvoir. Parce que c'est souvent beaucoup de pression externe, les tribus, les clans, le tout. La dureté au pouvoir, la longévité au pouvoir n'aide pas. Donc, quand vous regardez le Congo n'est pas encore stabilisé aujourd'hui parce que Houphouët-Boigny et parce que Mobutu a mal géré cette histoire-là. Cette transition politique a été extrêmement mal gérée. Jusqu'aux portes de Kinshasa, le président Mobutu a refusé de partir. Il savait que Kabila vient, que Kabila c'est les Américains, que Kabila c'est l'Ouganda, que Kabila c'est le Rwanda, mais et qu'il n'avait pas une armée, mais il a voulu mourir là, pour fuir après comme un animal. Vous prenez le président Bongo, il savait qu'il a un cancer, phase terminale, qu'il est malade, mais il voulait mourir au pouvoir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur le siège de ces présidents. Et vous voyez, il y a des mal, je l'ai dit, ça crée, c'est tout ça qui crée aujourd'hui que quand vous regardez même au Togo, le président Faure Yassimbe, ce qu'on ne dit pas aux gens, a enfermé son propre frère, Kwachan Yassimbe. Ça va faire près de 10 ans que le type est dans un sous-sol où il mange même pas pour l'héritage politique. Deux frères, grand frère et petit frère. Et le destin donc, de la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Pourtant, le Ghana à côté nous donne des gages, des bons signaux. Il y a plus de 5 présidents depuis Jerry Rawlings. Donc quand tu reviens en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le père Gbagbo, le père Bédier, le père Gbagbo, le père Ado sont encore assis là aujourd'hui et rien n'est joué. Rien n'est joué. C'est cette peur, c'est cette cristallisation du débat politique autour des personnalités fortes et qui entraîne des convictions ethno-tribalistes, des clans qui se forment derrière eux. Et c'est tout ça qui crispe le jeu politique en Afrique et la transition n'est pas aisée. Donc, j'étais en train de revenir sur le fait que Houphouët-Boigny part de manière très brute et très soudaine et très floue. Et ce flou-là permet, scientifiquement, le pouvoir en PP. Pour moi, Gbagbo a beaucoup tué, tout comme Ouattara. Donc, pour la paix en Côte d'Ivoire, il ne doit pas plus revenir en Côte d'Ivoire. C'est ton avis. Je respecte, c'est ton avis, mais je développe. Donc, le départ de Fouet, où Gbagbo, qui est le sémillant opposant, à juste titre, qui se voit déjà, il dit qu'il ne va pas laisser, n'est-ce pas? C'est Bédier qui hérite du pouvoir, constitutionnellement, étant président de l'Assemblée nationale. Donc c'est voulu aussi par Houphouët-Boigny, qui savait bien que Bédier n'a pas la tête du fédérateur. Bédier, jusqu'à présent, Bédier a la tête des gens du pays. Dans chaque pays en Afrique, il y a les gens du pays. Ils se croient supérieurs, ou d'une ethnie ou d'un clan supérieur. Et ce n'est pas un hasard. On se comprend. Donc, dans chaque pays en Afrique, vous avez des gens qui croient que le pouvoir leur est destiné parce que les autres ne méritent pas. Parce que les autres, c'est souvent l'étranger. Les autres, c'est la mauvaise tribu. C'est le mauvais clan. Et en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas échappé. Donc, Houphouët, qui est Baoulé, qui est Akan, de la grande famille Akan, place quand même un autre fils Baoulé là, pour lui succéder, même s'il n'a pas les compétences managériales ou fédératrices. Tout le monde sait que Bédier n'a pas cette vision pragmatique et il n'est pas le rassembleur. Il est le claniste pur. La Côte d'Ivoire, c'est nous. C'est nous. Donc, c'était aussi une faute politique d'Houphouët-Boigny. Et c'est cette faute politique-là
que les Ivoiriens payent jusqu'aujourd'hui. Parce que il aurait pu laisser aussi, sauf enfin, peut-être qu'il n'avait pas aussi tous ses moyens, mais il aurait pu ouvrir le jeu politique pendant qu'il est là. Il se retire 1 ou 2, 3 ans avant. Il supervise une élection, je pense, claire, ouverte entre ces 3 protagonistes qui étaient déjà là, qui avaient déjà des dents longues. Et puis, sous sa coupole de parrain, ça apportait un peu la calmie. Mais quand le père n'est pas là, même dans les familles, quand papa meurt, les enfants ont de la peine à manger ensemble autour d'une table. Or, quand papa est vivant, tout le monde tourne là autour. Il y a une certaine paix, il y a un sourire de façade. Même ce sourire de façade-là, ça s'appelle l'équilibre politique. Alors, donc, Bédié arrive au pouvoir et très vite, il applique l'instinct de la tribu qui domine. Il n'est pas bête. Pas bête. Mais il sait qu'il y a un débat séculaire sur ceux qui sont venus du Nord, les étrangers. Même quand depuis 100 ans ils sont sur le territoire, leurs petits-fils, arrière-petits-fils produisent de la richesse, travaillent dans les champs de cacao, de café, d'EVA, ils viennent dans l'industrie, ils sont dans le commerce, ils sont là depuis 4, 3 générations, mais l'entourloupe du président Bédié, c'était de faire ressortir le fait qu'il y a des mauvais Ivoiriens. Il y a des mauvais Ivoiriens. Et ça, c'est la guerre civile assurée. Alors, j'eus été le conseiller du président Bédié que je lui aurais dit non, ne va pas dans ce chemin. Tu ne peux pas être gagnant. Dès qu'on s'attaque à la dignité humaine, à l'exclusion, on commence à créer les ferments d'une guerre civile. Le problème est récurrent en Afrique. Donc, au lieu de faire des débats passionnants, des médias hystériques là, qui poussent à la guerre, quand la guerre éclate, ils fuient, le panafricanisme de demain, c'est aussi la responsabilité. Le panafricanisme de demain, c'est aussi notre manière de dire non à la bêtise humaine. C'est aussi, nous voulons tous le progrès en Afrique. Les gens travaillent ici, ils ont de l'argent, ils vivent ailleurs, ils veulent venir investir, mais les gens sont bloqués au Canada, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Indonésie, à Dubaï, parce que l'Afrique nous envoie des signaux de haine et de guerre tribale partout. Donc, Bédié rate ce coach et la tension est permanente. La guerre civile éclate. Nous sommes en 99 déjà. Coup d'État, général Gueye, toute une histoire bidouillée. Partout où il y a un coup d'État qui s'installe, il faut compter minimum 10, 20 ans pour la stabilité. Et c'est ça que les Ivoiriens payent aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc le passage de Gbagbo n'est qu'une suite logique de cette crise qui était déjà installée, qui vient du fait qu'il y a eu crispation du jeu politique en voulant exclure les citoyens ivoiriens de leur destin parce que la nation s'est refermée sur un cloison tribal. Ça, c'est quelque chose de très désagréable en Afrique. C'est ça la pauvreté. C'est ça. Et les Européens, les Américains, toutes les puissances du monde savent que là où il faut taper un Africain, c'est mettre le tribalisme devant. Il va il va se désagréger. Le tribalisme et nous, c'est vraiment... Même le tribalisme, il faut le cacher. Alors, le retour de Gbagbo implique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le retour de Gbagbo, donc, implique qu'on avance. Alors, Gbagbo a pris le pouvoir. Il a fait 10 ans. Ses partisans estiment que son pouvoir n'a pas été stable parce qu'il y a eu les rébellions et tout et tout. Donc, Guillaume Soro est là. Il devra répondre. Mais qui manipulait aussi Guillaume Soro? Guillaume Soro ne s'est pas levé du campus, n'est-ce pas? Et la particularité avec la Côte d'Ivoire, c'est que tout ce petit monde-là se connaît. C'est Gbagbo qui amène Guillaume Soro au Blé Goudé, il les prend dans le campus. C'est lui qui les excite. Et puis, vous avez ce Soro-là qui tourne entre Gbagbo, entre Bédié, entre
Ouattara aujourd'hui ou hier. Donc, il faut solder ce passif-là. Maintenant, sur les trois papas-là, écoutez-moi bien, c'est vous qui avez la charge de cette Côte d'Ivoire, cet avenir-là. Parce que rien ne peut se faire sans ce triangle-là. Et vous formez un triangle isocèle. Vous avez pratiquement le même âge, même si je pense que Bédier est le plus âgé. Bédier a 88 ans là. Euh, les autres ont 10 ans de moins, globalement. Donc, mais c'est une génération qui est en train de partir. Alors, le retour de Gbagbo est une belle chose, c'est une belle chance, parce que les trois sont vivants. Je vois une Côte d'Ivoire où on laisse l'avenir. Les gens s'asseyent comme des gardes-chiots. Ils doivent être les parangons de la liberté. Ils doivent être des piliers sur lesquels la jeunesse ivoirienne vient s'accrocher. Ça doit être le puits, la fontaine où la jeunesse vient boire des conseils de sagesse. Surtout plus des personnes aigries, frustrées. Je me méfie de Madame Gbagbo. Elle est très forte, mais très dangereuse. C'est-à-dire, des gens qui parlent de la victoire de l'Afrique et qui crient Jésus-Christ vient nous sauver ici, ces gens-là ont un problème souvent. Ils ont un problème. Et, attendez, faut plus tolérer ces marabouts sur nos pages. Là. Excusez-moi, donnez-moi un peu de minutes. Il faut bloquer ces marabouts. On peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre avec des gens qui viennent nuire les gens tout le temps. C'est assez gênant. Alors, pourquoi attendre que Ado entame un nouveau mandat pour libérer Gbagbo? La France-Afrique a encore de beaux jours. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le calendrier politique. Vous voulez qu'on libère Gbagbo avant ou pas? Tout est synchronisé dans la vie. Sauf quand vous n'avez pas la hauteur ou la vision très spirituelle. C'est spirituel, c'est 10 ans. Et 10 ans dans la mystique, ça, quand vous faites 10 plus 0 fois 0, vous retombez à 0. Donc, on recommence. C'est un cycle qui s'engage. Et Ouattara même est dans un cycle qu'il a accidentellement encore prolongé parce que il a perdu 2 premiers ministres en 8 mois. Ça veut dire qu'il y a un message fort. Mais ces 2 premiers ministres-là aussi ont libéré un peu la scène politique. N'est-ce pas? Ils ont libéré le jeu politique. Parce que la transition politique, avec un Bakayoko vivant, avec un Gon Coulibaly vivant, Ouattara allait toujours être dans cette ombre-là. Dans ce petit... Ouattara se sent soulagé. Pourquoi Ouattara est soulagé? Je vais vous le dire. Parce qu'il est redevable de l'amitié qu'il avait envers Ahmed Bakayoko. Comme fils, comme plus fidèle compagnon, comme celui... Donc, en retour, le président Ouattara lui devait, n'est-ce pas? Alors, René Itamouna, je ne comprends pas ta question. Je ne sais pas si tu peux la reformuler. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, Ouattara se sent soulagé parce qu'il se croyait redevable envers son fils, Bakayoko, à qui le président Ouattara se sentait comme tenu en laisse parce que Bakayoko, c'est une pression. Qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant qu'il a pris à 24 ans, qu'il a formé, qu'il a éduqué, qu'il a élevé, qu'il a enrichi au passage? En retour, il devait lui donner, hein, il devait lui donner euh, le rôle de Premier ministre et peut-être d'héritier politique. Or, Gbagbo
Le président Ouattara n'a pas forcément envie, je suppose, il n'a pas forcément envie de voir Bakayoko en héritier politique au sommet de l'État. Il a un bon petit, c'est lui qui fait tout, il est serviable et tout, mais la Côte d'Ivoire de demain, là, c'est une histoire plus stratégique, plus technocratique, plus technique même, plus spirituelle. Et puis, Gon Koulibaly n'avait pas la popularité, c'est-à-dire, Gon Koulibaly avait la technique, ingénieur, mais il n'avait pas la popularité d'un bac. Alors, celui qui va pouvoir assembler dans la deuxième génération qui va venir après les Ouattara, c'est quelqu'un qui a un mix de tout ça, qui a de la popularité, mais qui a de la technicité et qui a aussi du bagou politique pour rassembler, n'est-ce pas? Pour rassembler un peu tous les frères ivoiriens. Quand on est en conférence comme ça, vous voyez, les phrases, les commentaires viennent, ça vient nous distraire, mais c'est aussi ça, un leader. Il faut rester fixé sur les vraies conférences. Quand on a payé, on se tait, on écoute, n'est-ce pas? Ici, vous parlez, quelqu'un dit qu'il vend les arachides aussi. Donc, alors, le retour de Gbagbo peut permettre de régler un problème. Et le problème de fond, c'est comment faire vivre tous les Ivoiriens dans un même pays avec les mêmes droits. Donc la justice, la répartition des biens, l'économie, la paix. Alors, quand vous écoutez les Ivoiriens aujourd'hui, ils vont rester dans les batailles. Non, il ne fallait pas libérer. Non, il faut libérer. Non. Les trois papas, l'insecte, l'homme riche, la grenouille, l'intellectuel, enfin le serpent. Donc, on a donc cet héritage-là. Et comme la politique, c'est une histoire de succession, finalement, surtout encore en Afrique, on va essayer de voir ce qui est bien. Ce qui serait bien, c'est que le président Gbagbo rentre. Une fois installé en Côte d'Ivoire, il lui faut du repos. Deux, une reconstruction psychique. La prison n'est pas un jeu. Même s'il y a la clim dans les chambres ici, en prison, la prison n'est pas un jeu. 10 ans de sa vie, c'est pas un jeu. Alors, il faut qu'il se repose, qu'il se reconstruise et qu'il se recrée de l'intérieur. Personne n'a le courage de dire ça au président Gbagbo. Quand vous mettez un leader politique en prison, même si ce n'est pas la première fois, Gbagbo a connu les prisons les plus dures. Il a connu la prison. Mais personne n'est expert en prison. Puisque quand vous êtes fragilisé moralement, vous pouvez mourir à tout bout de champ. Donc, Gbagbo a beaucoup d'expérience. C'est un roc, c'est un dur. Mais maintenant, dans l'absolu, il est souhaitable que le président Gbagbo rentre et qu'il s'installe, je suppose avec les moyens de l'État. Son rang lui confère quand même des commodités, qu'il ait un bon logement, même au village, qu'il ait un budget, une ligne budgétaire pour écrire ses mémoires, penser, retravailler, mais assurer aussi son avenir politique. Parce qu'aucun homme politique ne veut mourir. Il faut du sperme politique. Il faut un héritage politique. Avec son départ, son parti a volé pratiquement en éclats. Le FPI, Afingessant, n'avait pas ce bagou-là, et puis les autres petits clans se sont divisés. Donc, ça a déstructuré le parti. Il faut la refondation. Ce que son fils biologique aurait pu faire. Mais il sortait aussi de prison. Il n'a pas l'aura. Bon enseignant, mais il n'a pas cette force, cette conviction politique supérieure. Ibrahimovic, j'ai dit il faut aller vers la paix. Le seul truc que l'homme est capable de faire, c'est d'être déçu de la loi pour le bien de la paix. La paix est au-dessus de la justice. La paix est au-dessus des lois. La paix est au-dessus du droit. Ou bien au service de la paix. Tout ce qu'on fait là, c'est pour rechercher la paix. Nous ne tournons pas autour des termes très savants
européen ou du droit du code civil romain, tout ça là qu'on a recopié chez nous. L'Afrique, c'est une Afrique de la palabre, autour de l'arbre, autour du baobab. On s'assoit là et les trois ont la chance d'être vivants. C'est une énorme chance pour l'Afrique. Donc, le guide en 2025, ce sera la bataille des jeunes. L'Assemblée nationale votera une loi qui limite l'âge et ces trois vieux ne se présenteront pas. C'est déjà ça, c'est automatique. Moi, ce qui est décevant, c'est que vous voyez des faucons comme Bédier, il va déjà à 100 ans, mais il n'a pas dit non. S'il y a une faille là, il est candidat. Même s'il a un seul neurone, il veut quand même mourir là. Non, à un moment, il y a la dignité. Plus nous vous aimons, plus vous devez vous respecter. Tous les vieux papas là, toute l'Afrique, vous nous pourrissez la vie. Alors, Ouattara a expliqué qu'il est tombé en face d'un dilemme à 3 mois des élections. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a mis son challenger qui est mort, son dauphin qui est mort, Gon Koulibaly. Après Gon, c'est encore Ambak Bakayoko qui meurt. Mais maintenant, il n'a plus une excuse. Il a mis Patrick Hachi. Patrick Hachi, c'est aussi cette jeunesse ivoirienne. Je pense qu'il a 65 ans. Il a la bonne soixantaine. Patrick Hachi, Lactus, moi je pense que Gbagbo, oh, j'ai raté un coup de fil. Je pense que Gbagbo doit reprendre son fauteuil. Non, mais vous rigolez ou quoi? On est en train de chercher des solutions pour que la Côte d'Ivoire avance. Vous voulez nous remettre les mêmes choses parce que c'est ça. Vous croyez que le président Gbagbo, qui jouit évidemment d'une base populaire énorme, vous croyez que à cet âge-là, il va revenir aux affaires? Soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux, les frères. Si vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, que ces trois-là s'isolent totalement du pouvoir, qui restent comme les présidents du Conseil constitutionnel, comme en France. Tous les anciens chefs d'État siègent au Conseil constitutionnel. Et leur rôle là-bas, c'est de veiller. D'accord? Voilà. Le président Gbagbo a droit à 26 000 euros de retraite. On peut même tripler. Ils doivent avoir un petit confort. C'est aussi ça le problème en Afrique. On parle des chefs d'État qui s'accrochent et meurent au pouvoir, mais personne ne pense à ces chefs d'État qui doivent quitter le pouvoir. Est-ce qu'ils doivent être chassés? Est-ce qu'ils risquent la prison? Est-ce qu'ils risquent la haine? Est-ce qu'ils risquent... Non, non, il faut créer un cadre juridique clair pour que les anciens chefs d'État se sentent bien. Coudouillon, Ange, Patrick. Gbagbo doit venir purger sa peine de 20 ans. Non, arrêtons. On vous dit qu'il faut aller vers la... Mais je pense que l'Afrique n'a aucune chance de s'en sortir. Est-ce que vous saisissez le discours que le peuple vous tient ce soir? Aller vers la paix. Mais la paix, ça veut dire que tout le monde doit être souple. Vous savez, quand on veut prendre une chenille dans la bouteille, le doigt doit être souple. Il faut être souple. D'accord? Il faut être souple. Donc, tous ces trois personnages centraux là. Non, Ange Patrick, on dit Gbagbo a tué, on va dire Ouattara aussi a tué, Soro a tué, tout le monde a tué en Côte d'Ivoire. Vous-même vous tuez en disant ça. Vous ne tuez pas le processus de paix. Vous savez, parfois j'ai l'impression d'être mal compris en Afrique, ou peut-être en avance ou hors sujet. Pendant la crise, pendant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ici, j'étais l'un des rares intellectuels qui soutenait ce régime Ouattara. Pas seulement Ouattara parce que c'est Ouattara, je ne le connais pas. Je ne bénéficie pas d'une grâce de Ouattara. Au contraire, ils m'ignorent copieusement, ces gens-là. Je les ignore aussi. Mais la paix en Côte d'Ivoire, la paix, si on avait suivi
Si on avait suivi les Ivoiriens dans leur haine là, hein, si on avait laissé les Ivoiriens là, si on n'avait pas calmé un peu là, c'est qu'il y a eu encore, vous parlez de 3000, c'est qu'il y a eu même 10 millions de morts. Parce que les blocs sont serrés, les gens ne bougent pas. Tu ne peux rien négocier avec le tribalisme en Afrique. Les gens sont campés dans leur position. Et ce qui me fait peur avec Ouattara, c'est qu'il ne s'installe et que tous les gens exclus d'ivoirité hier commencent à prendre leur revanche sur la minorité des Ivoiriens qui n'est pas dans sa majorité. Mais là où le président Ouattara est quand même fin et sage, je suppose, c'est qu'il a commencé à distribuer les petits pains, la tectonique des plaques du pouvoir, n'est-ce pas? La tectonique des plaques, c'est quoi? Ça veut dire que un équilibre, parce que la politique bouge comme ça. Rien n'est figé en politique. Les gens se battent ici, mais il faut équilibrer les plaques. Comme exactement en géographie. La Terre est sur les plaques. C'est pour ça qu'on marche. Mais la Terre bouge. Et cet équilibre-là, c'est ça la tectonique. Et en politique, c'est la même loi. Donc, moi, je vois, le président Ouattara a commencé à donner des signaux. Le gouvernement n'est pas encore formé, mais le Premier ministre est confirmé. Alors, le Premier ministre, c'est Patrick Hachi. Pourquoi Patrick Hachi est un bon profil? C'est l'un des plus grands techniciens. C'est l'un des plus grands techniciens africains. Il est expert dans les questions du management et surtout, je pense qu'il a fait Supélec ici. C'est un ingénieur de haut vol. Même en France, c'est des gars des grands cabinets. Donc la Côte d'Ivoire doit miser sur lui. Un, sur cette formation-là que Bakayoko n'avait pas. C'est très important. Deux, je pense qu'il fait partie de ce socle granitique du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, là. C'est un atier, c'est ça, de son père. Je pense qu'il est de la base même. C'est un vrai Ivoirien. Et choc de l'histoire, il est métis, donc il est français. Sa mère vient de la Bretagne. Donc, ça, pour les investissements français, parce que les Ivoiriens, là où les Africains se trompent, c'est qu'ils croient que leur pays, c'est leur pays, alors qu'ils n'ont rien mis dans leur pays, à part le nom, qui n'est même pas souvent le nom donné par un fils du pays. Nous sommes encore des constructions coloniales. Hein? Voilà. Patrick Hachi a fait Stanford University, évidemment. Il a fait tous les grands cabinets. Donc, il est bilingue, anglais parfait. Ouattara est d'abord bilingue, parfaitement. Donc, Ouattara a une école. Ouattara a une école de l'excellence. On peut lui reprocher des choses, mais on ne peut pas lui reprocher cette quête de l'excellence. N'est-ce pas? Alors, donc, c'est ça. Quand il prend un Patrick Hachi qui est là, qui a travaillé avec tous les présidents qui sont encore vivants, que ce soit Bédié, Gbagbo ou Ouattara, vous comprenez donc que ça calme déjà les tensions. Maintenant, est-ce qu'il aura les vrais pouvoirs pour gérer la politique ivoirienne? C'est ça la question. Est-ce qu'on se comprend? Le vrai pouvoir ivoirien maintenant, c'était le pouvoir exécutif. Est-ce qu'il aura les coudées franches pour tenir cette administration? On a vu un secrétaire général de la présidence qui est nommé. Je pense qu'il est né en 86, c'est un jeune. 86, ça fait quel âge? 38 ou 40, 39 ans, c'est ça? Maintenant, il faut donc que la Côte d'Ivoire ait le courage, par Ouattara, de créer l'ouverture politique. Parce que c'est le dernier mandat de Ouattara, n'est-ce pas? Et dans ce dernier mandat, il faut qu'il reconsulte. Hachi est très proche de Bédié. Donc, d'une autre manière, c'est Bédié qui est là. Bédié au pouvoir. Et ça, il ne faut pas mentir. Maintenant, Hachi, il faut que Gbagbo, qui a fait aussi ancien de la banque Goldman Sachs, évidemment, c'est Patrick Hachi, c'est le must. C'est le must.
Et il faut dire la vérité, c'est le must. Donc, maintenant qu'il est là, est-ce qu'il peut former un gouvernement, je vais dire, d'union nationale, n'est-ce pas? Il eût été souhaitable, il eût été souhaitable que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas un Soumaoro. Voilà. Alors, pour une réconciliation, il faut une justice pour apaiser les cœurs des familles des victimes, ainsi que naître. Alors, mais comment vous voulez donc apaiser les cœurs? Si Babo est déclaré non coupable, ma question est, c'est qui le coupable à votre avis? Non, je vous ai dit, laissez... Oh, les Africains, vous embêtez les gens. Pourquoi vous embêtez le peuple comme ça? Vous ne savez pas laisser parler. Partagez le direct. Alors, si Babo est déclaré non coupable, ma question est qui est le coupable? On n'est pas là pour chercher les coupables. On n'est plus là pour chercher les coupables. On est là pour trouver une porte de sortie honorable pour la Côte d'Ivoire. Alors, moi, l'idée que je vois, après, on va échanger là-dessus, l'idée que moi je vois pour la Côte d'Ivoire, c'est dans l'urgence là, déjà, je n'ai pas trouvé judicieux que le président de l'Assemblée nationale soit encore un Soumaoro. Hein? Soumaoro Kanté. Je pense qu'on aurait pu, même si le RHDP est majoritaire, on aurait pu trouver une bonne formule pour essayer de laisser l'Assemblée nationale à une minorité équilibrante. Peut-être Gbagbo. C'est-à-dire, on laisse le premier ministère à Bédier, mais par un de ses héritiers, et puis l'Assemblée nationale. Mais là, c'est dangereux parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait les lois, qui coordonne, qui contrôle, pardon. N'est-ce pas? Et c'est ça le problème. On ne peut pas laisser n'importe qui là-bas. Tu as l'Assemblée nationale et la sécurité. Et Guillaume Soro a occupé ce poste. Lui, il a trouvé qu'il allait au garage. Or, il avait le rôle de maintenir Ouattara au pouvoir en mettant une veille stratégique. Donc, c'est un poste très important, surtout en Afrique, dans les transitions. Alors, la question qu'on me pose, c'est quelle est l'analyse que je fais de l'avenir? Parce que les gens sont connectés pour écouter aussi les propositions, l'analyse. Alors, c'est intéressant de voir que le président Ouattara est sorti de piste. On va le voir de moins en moins. Mais il faut que ce soit un acte fort, que ce soit définitif. Que le Premier ministre Hachi meure ou pas. Parce que les élections, c'est en 2025. 2025, c'est demain. Ça va vite, hein? Dans 4 ans, là, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Donc, il faut une charte d'honneur que Ouattara ne veut même plus entendre parler de la présidence. C'est terminé. Tant qu'il y a ce petit flou-là, on joue les jeux-là, non. Il a dit qu'il a été rappelé par le peuple. Il faut donc être clair là-dessus. C'est terminé pour moi. Vraiment, je ne sais pas par quel acte que les juristes nous disent. Est-ce qu'il faut une déclaration? Est-ce qu'il faut un contrat affiché dans tout? Il faut qu'il soit clair. Et ça va entraîner que tous les autres vont être clairs aussi. Parce que la communauté internationale a peur d'une chose, le revirement de Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est des faucons politiques. Gbagbo te dit oui ici à Marcoussis, il signe, dès qu'il atterrit à Abidjan, il dit foutez-moi le camp. Gbagbo, c'est un expert en manipulation.
Et comme il sait jouer avec sa base populaire, que personne n'a en Côte d'Ivoire, il peut à tout moment faire un revirement. Donc il faut que ce soit un contrat moral clair entre tous les pharaons là et le peuple ivoirien. Donc nous ne voulons plus. Nous nous retirons, nous encadrons, nous proposons, nous dirigeons spirituellement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être bâtie sur ce triangle ésotérique là, c'est-à-dire Bédié, Ouattara, Gbagbo. Triangle isocèle là. C'est cette bannière-là qui va sécuriser la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, comment ça peut se passer? Il faut donc que chacun, pour 2025, commence à limer les dents. Vous savez que chez les pygmées, on taille les dents pour que le gibier soit bien croqué. Il faut donc qu'on commence à limer les dents des enfants, des gens qui vont croquer le gibier en 2025. Et c'est ça qui va donner un jeu politique transparent, clair, avec une refonte du système électoral, une clarté, une mise en scène, une mise à plat. Et je pense que la Côte d'Ivoire aura la vraie chance de vivre une vraie élection très belle et démocratique sans que l'Union européenne ne finance, sans que la communauté internationale ne juge, sans que la CPI ne vienne encore arrêter quelqu'un. Et quand je regarde, la réconciliation se trouve entre les mains de Ouattara, qu'il retire cette plainte contre Gbagbo. Le président Ouattara a dit qu'il veut le retour de Gbagbo. On va pas tout. S'il ne veut pas le retour, je vous ai dit que chaque décision est politique. Il n'y a aucune plainte qui tienne s'il faut qu'il rentre, n'est-ce pas? On ne fait pas rentrer Gbagbo pour l'arrêter. Là, personne ne va supporter ça, ni en Côte d'Ivoire, ni partout. Je pense que le président Gbagbo mérite son repos aussi. Il mérite de dormir. Alors, c'est à cause de l'irresponsabilité de Gbagbo qu'on a connu tant de morts. Regardez comment le pays a été géré. Je ressens une profonde douleur pour les familles. Laissez la manipulation. Koudouillon, Koukouillon, vous avez déjà dit ça sur mon poste au moins 20 fois. C'est bon, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on appelle le retour à la paix. Vous n'entendez pas ou quoi? Oh, c'est grave. Imaginez que l'Angleterre et l'Allemagne soient encore en train de parler des bombardements de la Première Guerre mondiale. Pourquoi on a le cœur lourd et noir comme ça? Mais imaginez que la France et l'Allemagne soient encore aujourd'hui en train de discuter l'Alsace-Lorraine. Comment ils allaient faire pour être la première économie européenne, les deux. On est en train de vous parler de réconciliation, vous revenez sur tel a tapé ma mère, tel a tapé mon grand-père. Grandissons, grandissons. Et c'est ça qui m'a toujours choqué en Afrique, cette incapacité à dépasser la haine, le tribalisme, le sectarisme, les petites blessures pas réparées. Ces choses-là qui font qu'on est vu par les autres comme des enfants. Vous croyez que c'est un jeu, la vie? Mais la politique, je vous ai dit que rien n'est au-dessus de la politique, à part Dieu. Dieu, la politique. Et c'est pour ça qu'il inspire les hommes qui doivent diriger les gens. Donc, le président Gbagbo doit être sécurisé. Sécurisé. Mais cette sécurisation-là, c'est pour ouvrir une nouvelle page ivoirienne. C'est-à-dire, il faut tourner définitivement la page de la colonie, il faut tourner la page de cette Afrique-là, des meurtrissures de l'indépendance qui n'est pas effective. Il faut un nouveau management. Hein? Il faut un nouveau management. Et le président Bédier peut jouer un rôle important, mais ces gens-là, même de leur vivant, ils ne laissent même pas la chance aux jeunes. Vous voyez un peu ce qui est dramatique en Afrique? Ouattara au moins nous a déjà présenté les Hachi, les Bakayoko, les Gon Koulibaly. Et actuellement, c'est Hachi l'héritier.
finalement. Merci Chaka Zulu, c'est une belle intervention. Alors, on est là pour apaiser les cœurs. Allez dans les directs où il y a 10 000 gens qui crient la haine, la revanche, et les couteaux vont sortir. On va encore attraper les gens. Vous allez dire les blancs vous détestent. Vous tout, c'est-à-dire, on essaie d'apaiser. Ça, c'est pas un direct où vous venez vous exprimer comme vous voulez ici. Hein? Allez dans les directs où vous les Ivoiriens parlent là-bas, ça conduit, tout le monde va sortir les couteaux. Bagbo va rentrer, il y aura attentat, il y aura meurtre, la guerre va recommencer. On va encore attraper les mêmes, on va les enfermer. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. On vous dit d'être responsable, d'assumer votre destin. Ce discours-là ne vous plaît pas. Oh, je pense que je vais arrêter le direct parce que il y a des moments comme ça où je me sens impuissant face à l'incapacité de ce continent à faire un saut qualitatif. C'est-à-dire, nous sommes toujours rattrapés par nos faiblesses. Dans n'importe quel pays, quand tu veux parler, on dit tais-toi, tu n'es pas de l'ethnie ici. Hein? Monsieur Koudouillon, allez dans les directs d'Apouchou là-bas. Allez faire que personne ne doit pardonner. Quittez un peu ici. Oh. Vous commencez à m'embêter. D'accord? C'est une énergie très négative que vous dégagez et je ne sais pas qui vous êtes. Rassurez-vous, le PEP est un habitué. Pas à titre personnel, je n'ai pas de problème avec les gens, mais je me sens, je suis toujours quelqu'un, même au Cameroun, quand j'y étais, quand j'ai eu la chance d'y être, je me sentais toujours à la marge. Je, je ne suis pas quelqu'un qui veut la guerre. Je ne suis pas quelqu'un qui... euh, le pardon nous parle. Michel, merci Michel. Attends, je vais lire. Euh, C'est-à-dire, c'est là où on constate la fragilité de l'Africain. C'est là où on constate notre faiblesse, notre incapacité à être grand. Je pense que le président Ado est prêt à aller à la paix, mais que Bagbo, Bédié et Ado parlent à leurs supporters. Je pense que cela contribuera beaucoup à la réconciliation nationale. Mais c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais vous voyez des gens qui ne veulent même pas entendre parler de réconciliation. Hein? Non, c'est pas un coucougnouf qui va m'empêcher de développer, n'est-ce pas? C'est pas... non, non, je suis pas à ce niveau, mais je dis simplement que euh, le problème ivoirien est le même problème au Cameroun, c'est le même problème au Gabon, c'est le même problème au Congo, c'est le même problème au Sénégal qu'on a vu là, la transition politique. Hein. Les gens se trompent, vous vous trompez, cher frère. Je ne fais pas un direct sensationnel, je fais un direct spirituel même. Je fais un direct de gens qui, malgré les douleurs, malgré les blessures, malgré les coups bas, malgré la difficulté de la vie, ont décidé de construire un pays ensemble. Mais tel que je vous écoute là, je sens des gens qui sont gênants. Alors, à vous écouter, comme il y a eu des familles endeuillées, moi aussi j'ai perdu mon grand-père, comme il y a eu des familles endeuillées du fait de la crise, il faut qu'il y ait encore la crise, quoi. L'événement de Gbagbo est un événement
qui vient libérer la conscience. C'est un événement qui vient dessuder un peu. Hein. Donc, quand Tebak Mandela. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on commence véritablement à laisser la nouvelle garde prendre le pouvoir. Et quand je regarde le président Ouattara, je pense qu'il est soucieux de ce détail-là. Je ne fais pas partie des obstrués de la pensée qui font le populisme parce que Guillaume Soro doit aller à la CPI. Si Guillaume Soro va à la CPI, je ne suis responsable de rien. Il va aller là-bas et ses partisans ont le droit de venir crier sur Facebook pour qu'il y ait le sang. Mais quand on aime les gens, on ne les pousse pas à la guerre civile, n'est-ce pas? Et je pense que le président Ouattara se bat comme un beau diable pour essayer de laisser une histoire qui se fait. Je vous dis toujours que c'est Karl Marx qui disait que l'histoire s'écrit toujours, l'histoire des nations s'écrit toujours en deux temps. La première fois, c'est la tragédie, la deuxième fois, c'est une farce. Donc, c'est aux Ivoiriens d'essayer de prendre leur intelligence en main. C'est aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens. Je vois le président Ouattara en train de laisser le pouvoir. Le Premier ministre est extrêmement compétent pour gérer la nation. Lui, il est là, il veille. Ils doivent réfléchir à ce qu'on va appeler le Conseil de l'entente ivoirien. Le triptyque, le trois conseils de sages ivoiriens. Mais vous voyez comment ce Koukouyouf-là est très nuisible. Ces gens-là viennent dans un direct avec un but précis, sali, gâté, cassé. Quand on va les arrêter demain, ils vont dire que la France ne nous aime pas. C'est ça qui a tué Blé Goudé. C'est ça qui a tué Blé Goudé. C'est ça le piège en Afrique. Ce populisme-là qui déborde même souvent les leaders. Et on vient arrêter le leader, vous continuez à crier. Moi, j'ai regardé des vidéos d'Abidjan tout à l'heure. Je sentais les gars qui veulent encore. Vous voulez bagarrer alors que vous devez vous calmer comment? Moi, je vous dis, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la démocratie, je vais vous poser une seule question. Je vais vous poser une question. Vous savez, j'ai suivi Mewe, le chanteur qui s'enrichit au Cameroun, là. Parce qu'il chante les Bamileke, il va prendre beaucoup d'argent là-bas. Il a tenté de faire un numéro xénophobe bizarre. Nous, on a compris ce qu'il voulait dire. Mais oui. Mewe a dit des choses terribles. Mais c'est la démocratie. Il a parlé au président Ouattara comme son enfant, comme son égal. Il a parlé ici à Paris. Il a fait une lettre, une sortie. Il a intimé au président Ouattara, lui qui ne connaît rien de la politique. Lui fait bouger ses fesses là-bas. Et c'est lui qui dit au président, il lui donne des injonctions de quitter le pouvoir. Mais oui, c'est un artiste. Et je vois Mewe à Abidjan. Il passe à la radio, à la télé d'État. Il passe partout. Et il redit la même chose à Abidjan, devant les institutions, devant les Ouattara. J'ai écouté les jeunes qui chantent là, le Zouglou là, que j'aime bien là. Les deux comparses. On les a juste convoqués au tribunal. J'ai vu comment. Mais parce qu'ils ont dit des choses terribles. Mais c'est la liberté, c'est le Zouglou qui est né à l'université. Dites-moi, dans quel pays en Afrique vous pouvez danser le président directement comme ça et rester là? Étant artiste. Mais oui, en Côte d'Ivoire, il va, il sort, il entre, il sort.
Il a dit qu'il ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. De face. Avec une force. Vous imaginez un artiste au Cameroun qui dit ça à Bia et qui passe à la CRTV, la chaîne de l'État, et qui passe même dans les autres télévisions, dans les radios, et le redit. Vous imaginez au Gabon, quelqu'un qui dit à Ali Bongo, quitte le pouvoir, et il passe à la RTG, la chaîne nationale, 1 et 2, et on le reçoit en grande pompe partout, et il se balade à Libreville. Vous imaginez au Congo, quelqu'un qui vient dire à Sassou Nguesso de quitter le pouvoir, un artiste? Valsero l'a fait, n'est-ce pas? Tu as payé le prix que Valsero a payé? Vous ne comprenez pas ce que je veux dire ou on fait exprès? La liberté. Vous croyez qu'on mesure les valeurs démocratiques par quoi? Ce n'est pas le bavardage, c'est des analyses, c'est des faits. Maintenant, tu me cites Valsero, mon cher petit frère la classe. Heureusement que tu es très classe d'ailleurs. Toi, tu pouvais le dire à la place de Valsero? Toi qui chantes si bien aussi. Mais Valsero a payé. Valsero est en exil. Valsero aurait pu mourir en prison. Donc, quand nous sommes dans un pays, il faut que les Ivoiriens, je vous le dis ce soir, il faut prendre la mesure de la chance que vous avez d'avoir un pays magnifique. Les autres Africains sont jaloux. Il y a une aigreur. Quand vous voyez des petits gens d'Afrique médiale, ils expriment leur frustration sur la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ne peuvent pas faire au Cameroun. Ce qu'ils ne peuvent pas dire dans leur propre pays, pourquoi ils veulent que ça se passe ailleurs. Qui veut la guerre au Cameroun? Moi, je suis un patriote, je suis un républicain. J'adore tous les Africains, j'aime cet esprit de paix-là. Mais ces gars-là ont des missions commandées. C'est eux qui font acheter les armes. Citez-moi un pays en Afrique où un gars peut dire ce que Mewe a dit à Ouattara et il se balade partout. Jamais inquiété, même par la police, jamais, c'est même une convocation. Ah non, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Si vous ne voulez pas la paix dans vos pays, faites la guerre, tuez-vous, et puis n'accusez pas. Voilà le génocide rwandais, on ne fait qu'accuser la France. Vous croyez que la France est responsable plus qu'un Rwandais? Pourquoi l'Africain est toujours en train de fuir ses responsabilités? Donc je suis dans ma maison, je me bagarre, je tape mes enfants, je tue et tout, j'accuse le bailleur parce que le bailleur n'est pas venu intervenir ou parce que le bailleur a monté. Non, arrêtons l'enfantillage. Vous serez responsable. C'est pour ça que vous allez à la Mecque là-bas, à la haie. Et c'est pour ça qu'on vient vous attraper comme des rapalmistes. Parce que vous n'êtes pas sérieux. C'est pas sérieux. Est-ce que vous jouez avec les vies des gens? Maintenant, on libère le président Gbagbo. Dans toute la Côte d'Ivoire, je devais avoir 100 000 personnes connectées là pour écouter ce discours qui vient d'un fils de ce continent. Pour peu que les artistes peuvent donner leur position par rapport à la candidature de Ouattara, fait de lui un démocrate. Monsieur Kameni, je ne sais pas qui vous êtes. Allez faire ça dans votre... Quittez-la. Quittez-la. Je ne suis pas en train de dire que Ouattara est le démocrate absolu. Je ne sais pas où il y a le démocrate absolu. Vous venez d'un pays où vous ne savez même pas qui vous êtes vous-même. Empêtré dans le tribalisme, dans la guerre du mensonge historique, dans l'incapacité de proposer. C'est vous qui voulez parler de la Côte d'Ivoire? Il faut arrêter. Mais donc, il y a cette chose-là où les présidents manipulateurs laissent monter une frange tribale. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est comme des milices. Le président Gbagbo avait sa milice. Le président Bédié a sa milice.
Ces gens-là ils ne connaissent même pas le projet politique. Laurent Gbagbo a écrit des livres. Les gars qui marchent là à Abidjan partout n'ont jamais lu sa pensée. Donc parfois même le leader est dépassé par... sa pensée est travestie. Ses supporters du village là, mais ses supporters, eux, ils pensent que le gars est à leur niveau. Gbagbo n'est pas à votre niveau. C'est ça la différence. Ici, quand tu fais la politique, le peuple est à ton niveau. Ils peuvent être même plus forts parfois. Ils te dévancent même parfois dans les idées. Mais en Afrique, le leader est souvent là et le peuple est là-bas au sous-sol. Donc même quand ils parlent des grands projets de ceci, les gens, eux, ils transforment ça au quartier à aller tuer les gens. C'est ça la guerre civile en Afrique. C'est-à-dire, le leader est souvent 10 fois en avance sur le peuple. Et les gens le suivent comme des moutons. C'est le suivisme moutonnier. D'accord? Même quand Babo veut rentrer, ce retour vers la paix, élection présidentielle, Babo, j'ai fait un direct là-dessus qui atteint près d'1 million de vues aujourd'hui. J'ai même fait un direct où Gbagbo suivait, les gens de Gbagbo m'ont appelé de Londres. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais à la fin, il a dit oui, fiston, tu m'as bien analysé. N'est-ce pas? J'ai parlé avec le président Gbagbo. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, Gbagbo même lui-même pour l'élection de Ouattarasi, parce qu'il savait qu'il joue sa liberté, sa libération, il a été très fin, très subtil. Vous qui demandez même la guerre, les comptes là-bas, Gbagbo était très fin et subtil, parce qu'il sait que s'il ouvre, et c'est ça aussi le destin de l'Afrique qui cherche à se retrouver, n'est-ce pas? Mais pour que l'Afrique se retrouve, il faut qu'elle ait accès à la connaissance, à la liberté fondamentale qui libère les énergies positives. Mais si on est là avec ce genre d'idée-là, les Français vont revenir reprendre les têtus là, que foutait le camp. Vous êtes dans un pays où on investit nos centaines de milliards, où tout ça là, l'international s'ouvre, vous voyez les lumières, les ascenseurs, les métros et tout, le plateau brille et vous venez faire le petit truc des villageois. Soyez pas villageois. Hein? Moi, j'ai un message à dire à mes frères ivoiriens. Je serai en Côte d'Ivoire. Je serai là-bas. Dès qu'on sort du confinement, je vais venir vous porter ce message de paix. Parce que méfiez-vous des pays où il n'y a pas d'électricité. Il y a des pays où il n'y a pas d'électricité. Et ces pays-là n'aiment pas voir la lumière à Abidjan. Voilà. Et l'Africain n'est que solidaire dans le malheur. Voilà la Tanzanie qui brille. Je ne vois pas les gens apprécier la Tanzanie. Hein. Il y a très peu d'Africains qui peuvent aller en Tanzanie faire du tourisme. Il y a très peu d'Africains qui vont au Rwanda. Même si le Rwanda est en train de siphonner le Congo. Mais le Rwanda se construit. Mais très peu d'Africains, il n'y a même pas de visa. Donc, arrêtez ce cinéma-là, l'aigreur tout le temps. Un pays sort d'une guerre civile depuis 20 ans, depuis 93 d'ailleurs. Ils n'ont pas eu la chance de se bâtir. Vous imaginez ce que la guerre fait perdre à un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, de café, d'EVA, d'ananas, d'anacaf. Mais vous rendez compte du coût de la guerre, même pour les générations suivantes, pour l'école, la justice, l'université, les enfants, l'hôpital. Vous vous rendez compte de ce mal que vous nous faites faire là, par vos petits, par l'ignorance. Vous détruisez l'Afrique par votre ignorance, par vos instincts grégaires. Aujourd'hui au Cameroun, le débat est très crispé parce que le tribalisme est partout. Je suis le seul qu'on ne peut pas traiter de clanisme. Ces choses-là me donnent des boutons même dans le cerveau. Mais tous ces gens-là sont tribalistes, même les plus intellectuels, les plus futés, et ils jouent avec la langue latine. Ils rôdent là, ils rôdent leurs outils, ils aiguisent les machettes en bas. Quand il y aura génocide, ils vont accuser les Français. Comme la France est devenue votre pouce-pion, voilà la Côte d'Ivoire qui a la chance de ne plus refaire la guerre.
On a libéré vos enfants. Prenez vos enfants. Envoyez même un jet privé. Allez les porter. Qu'ils rentrent, qu'on les accueille, qu'on les installe. Oui. Et qu'ils commencent ces papas-là, Bédié, Ouattara et Gbagbo, qui commencent à prier pour leurs enfants, leur progéniture, à refaire un projet commun. Les trois même peuvent écrire la constitution. Ils sont très calés. Une constitution, c'est l'acte de naissance d'un pays. Les trois là peuvent réécrire la constitution. Ouattara va amener son expérience et sa vision pragmatique américano-libérale. Gbagbo va amener le sens de l'humanisme parce que c'est un maître des humanités, des sciences sociales. Il sait, il connaît l'histoire. C'est un historien pur, un vrai enseignant. Et puis Bédier, c'est un administratif. Il a fait l'école d'administration. Dans l'économie, il connaît. Et il connaît le terroir. C'est le plus âgé. Donc ils peuvent nous sortir une vraie constitution. Voilà le rôle. Voilà le travail que je donne à mes trois papas là. Allez leur dire ça ce soir. Que le pépé, le guide, le porteur de la mystique africaine, le penseur de la sagesse, de la cosmogonie africaine pure, qui n'est pas fermé, mais qui est moderne, leur passe ce message. Écrivez la Constitution, vous trois là, pendant que vous êtes vivants. C'est une assignation, c'est un héritage. Je vous geste aujourd'hui en justice pour vous dire de ne pas lâcher ce pays. Laissez l'instinct grégaire. Grandissez. Papa Bédier, je te connais. Tu es très malin, très vicieux. Ah, tu es très vicieux. Tu sais ce qu'il faut pour brûler la Côte d'Ivoire. Tu sais. Et tes dernières volontés doivent être ce triangle-là, équilatéral. La Côte d'Ivoire même est un triangle, un isocèle, n'est-ce pas? Prenez votre courage et faites rêver les Ivoiriens. Donnez du bonheur à la jeunesse. Donnez du foutou sauce graine à la jeunesse. Mais c'est ça. Et puis, si c'est Ouattara qui doit être le patron jusqu'en 2025, qu'il commence à laisser les enfants entrer. Ils ont 40 ans, ils ont 50, ils ont cette énergie-là, ils ont 30 ans, qu'ils commencent à proposer leur idéal et vous vous retirez. Hachi va conduire. Le président est symbolique aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis, si Gbagbo a un héritier politique, si c'est son fils Michel, qu'il ait le temps de le former parce qu'il est léger. Il n'est pas charisme. Vous savez, il n'y a pas une école du charisme, de la politique. Vous pouvez être agrégé, vous pouvez être brillant enseignant, comme lui, mais vous n'avez pas le charisme. Il fait le petit blanc à Abidjan, qui prenne ses responsabilités si vous êtes l'héritier de son père. Et son père n'a jamais été en accord avec lui parce qu'il est timide. Il est mou. Gbagbo est un dur, mais son fils est mou. Alors, peut-être c'est Blé Goudé, son fils. C'est Blé Goudé qui lui ressemble le plus. Que Gbagbo ait le temps de reformer Blé Goudé, parce que Blé Goudé a un problème de formation politique. Même académique même. Il a 5 ans pour retravailler ce côté-là. Il ne doit plus jouer le général de la rue là où il amène. La politique, c'est pas amener les gens dans la rue, parce qu'après, tu ne peux pas contrôler les passions. Et c'est ça qui a amené les problèmes. Allez lui dire ça, Blé Goudé. C'est une injonction. Je pense qu'il a un avenir politique en Côte d'Ivoire, Blé Goudé. Mais pas de cette manière. Il a pris le temps de s'assagir. Il faut qu'il prenne sur lui cette responsabilité de s'auto-former, de faire taire l'instinct grégaire. Je le connais. Très dangereux aussi. Il peut brûler Abidjan là en rien. Ah oui, oui, oui. Il peut sortir les jeunes d'Abobo là très vite là. Non, la politique, c'est pas ça. Donc Blé Goudé doit travailler sur lui, doit arrondir les angles, doit avoir un visage calme. Il a compris. Il est intelligent. Son livre de l'enfer et tout ça, je l'ai parcouru. Il est très intelligent. Mais maintenant, il faut qu'il se donne. S'il a envie d'y aller. Maintenant, chez Bédier, je ne vois pas un successeur. Peut-être dans son camp, il y a qui? Il peut faire venir Thiam. Thiam, c'est un peu le fils de Bédier, parce que le neveu d'Oufouet. Bédier
peut commencer à inculquer, ou habillons. Il y a fallu une génération je veux voir les jeunes Ivoiriens plus agressifs que ça. Arrêtez de nous vanter euh, ce qu'on voit là dans vos télés. Vous avez les plus belles télés d'Afrique, mais vous ne faites que danser. Il faut du débat, il faut de l'intelligence, il faut du courage politique, il faut des jeunes leaders, canalisés, propres, pas des exciteurs qui viennent salir les gens là. Et puis Ouattara, est-ce que ça va être Patrick Hachi? Si c'est Patrick Hachi, qu'il soit ministre, premier ministre à temps complet, donc chef du gouvernement. Et là, tu entreras aussi dans l'histoire. Je pense que j'ai fini ce soir et le débat va continuer. Vous avez mes plateformes, écrivez, partagez le direct. J'ai un problème avec Facebook qui bride mes vues volontairement. Je sais. C'est pour ça que si vous ne faites pas un effort de beaucoup partager, nous serons toujours dans cette zone-là. Mais je suis très content parce que c'est finalement la qualité. Et la qualité ne se vend pas. J'ai condensé toutes mes pensées dans ce livre, Partir comme on est venu, que tous les chefs d'État, au lieu de nous réciter Machiavel, devraient avoir à leur chevet. Parce que ça nous dit qu'on vient comme ça, on est comme ça, après quand on part, tout ça quitte. On part comme on est venu. C'est une balade ésotérique là-dedans, philosophique, métaphysique. Nos grands frères devraient le lire. Hein? Akeva, Akeva, Akeva. Il est temps de partir. Bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.